Vous l'avez remarqué en visitant l'exposition Jacques Doucet Yves Saint-Laurent, Vivez pour l'art et collectionnez des chefs-d'œuvre. Eh bien, c'est ce concept de chef-d'œuvre que nous allons évoquer ce soir en compagnie du plus talentueux et du plus actif des spécialistes de l'art impressionniste et moderne, j'ai nommé Thomas Seydoux. Bonsoir. Vous avez un point commun avec Yves Saint-Laurent et Jacques Doucet, c'est que vous aussi, vous vivez pour l'art. Je ne sais pas si vous êtes collectionneur, mais l'art accompagne votre vie depuis votre enfance, puisque vos parents étaient éditeurs de livres d'art. Vous auriez pu vous révolter contre l'art pour marquer votre indépendance, eh bien non. Après votre bac, vous décidez de suivre des études d'histoire de l'art. Ça ne sera pas à Paris, ni à Caen, où vous êtes né en 1966, ni même à Florence, où vous avez été en pension pendant 4 ans, que vous décidez de vous inscrire, non, mais à Philadelphie, dans l'établissement d'enseignement supérieur le plus prestigieux au monde, l'Université de Pennsylvanie. Nous sommes au milieu des années 80, et vous vous voyez alors prof d'université ou conservateur de musée. Vous vous connaissez encore bien mal Thomas Seydoux. Il faut dire que vos goûts sont éclectiques. Vous vous passionnez pour le peintre Ferdinand Hodler, considéré comme l'un des peintres suisses les plus importants à la fin du 19e et le début du 20e siècle. Vous faites une thèse sur les sculptures de Roy Lichtenstein, l'un des artistes majeurs du mouvement pop américain. Mais pour votre master, vous décidez de vous intéresser à Manet, à Baudelaire et à la mélancolie. Je ne sais pas si c'est le thème de votre thèse qui vous déprime, mais vous comprenez alors que ce n'est pas en devenant un rat de bibliothèque que vous trouverez votre bonheur. Un bonheur que vous envisagez plutôt dans l'innovation, l'entreprise, l'action. Vous abandonnez alors la carrière académique qui vous assurait un avenir sécurisé pour un métier à risque, le conseil en art. Et c'est en cette qualité que vous entrez à la Banque Schroeder. Gérer les collections des clients de la banque vous fait découvrir le marché de l'art. Ce qui vous plaît, ce sont autant les œuvres d'art que la personnalité des clients qui les possèdent. Ce qui vous passionne, c'est de voir comment se constitue une collection, pourquoi et pour qui. Vous êtes au cœur de l'action, vous authentifiez les œuvres, les évaluez, conseillez les clients, tant en matière de fiscalité que d'assurance, de transport, de restauration, bref, vous devenez maître en négoce, ce qui vous vaut en 1997 d'être démarché par Christie's. Vous vous installez alors à Londres, et vous travaillez au sein du département des tableaux impressionnistes et modernes de la célèbre maison de vente, dans laquelle vous allez jouer un rôle décisif dans les grandes ventes européennes et américaines du moment. Pendant 15 ans, vous allez vivre au centre de ce qu'on pourrait appeler le triangle magique entre les œuvres, les clients et l'argent. C'est un des métiers les plus stressants, qui demande une attention permanente, où le moindre relâchement peut vous être fatal. Gagner la confiance des clients, continuer d'apprendre, de chercher, transformer ses erreurs en coups de génie. Si le commerce était un art, vous seriez indubitablement un de ces grands artistes. De Christie's Londres à Christie's Paris, vous foncez vers la gloire, un peu à la manière dont l'entendait Churchill, qui prétendait que le succès consiste à passer d'un échec à l'autre sans perdre son enthousiasme. Vous nous direz si le fait de transformer une œuvre d'art en valeur monétaire constitue un échec pour le vendeur et comment la transformation d'une somme d'argent en une œuvre d'art représente pour l'acheteur un succès. L'année 2009 représente pour vous un sommet, car c'est à Christie's que Pierre Berger confie le soin de disperser la collection qu'il a constituée avec Yves Saint-Laurent. Nous sommes en pleine crise économique. Le monde entier se pose la question de la rentabilité de la vente, sous l'égide de François Driclès, alors vice-président de Christie's, et qui vous fait l'amitié d'être là ce soir. Vous gérez, avec Pierre Berger et Philippe Munier, directeur général de notre fondation, la vente de la collection. Vous contribuerez à ce que cet événement reste dans les mémoires comme la vente du siècle. Vous nous direz comment vous avez vécu ce moment, avant, pendant et après, et ce qu'il en reste aujourd'hui. Nous comptons aussi sur vous ce soir pour nous donner votre éclairage inédit sur les œuvres majeures des collections Doucet et Yves Saint-Laurent, tant sur les acquisitions que sur leur motivation, la motivation de ces deux géants de la mode, quelle importance accordait-il à la scénographie, à la présentation des œuvres, quelle relation entre leurs tableaux. J'espère que vous aurez le temps aussi d'évoquer l'impact que la vente de leurs collections respectives a eu sur le marché international.
Mais revenons à votre carrière, Thomas Seydoux. En 2010, alors que François Driclès prend la direction de Christie's France, vous dirigez le département de l'art impressionniste et moderne. Mais le rôle de directeur ne vous colle pas à la peau. Votre raison de vivre, ce n'est pas de diriger des hommes, ce serait même plutôt l'inverse. Gagner leur confiance, en faire des clients et les servir au mieux. Vous décidez donc de quitter Christie's en 2012 pour un nouveau challenge, vous lancer dans le courtage. Votre entreprise, Seydoux et Associés Fine Art, est aujourd'hui basée à Genève et c'est maintenant, loin du feu des enchères publiques, que vous organisez des ventes privées de gré à gré. La concurrence est rude, comme tous vos confrères, vous y consacrez votre vie entière. Mais si vous trouvez le temps de donner des conférences sur l'art, de mécéner des projets culturels, des films sur l'art, ou encore de participer à des rencontres comme ce soir à la Fondation, c'est que vous aimez profondément ça. Et comme vous avez aussi le goût des surprises, vous nous en réservez une ce soir en invitant une personnalité des arts, peu connue du grand public, mais comme le loup blanc dans le milieu, que vous nous présenterez le moment venu. Et comme vous avez surtout le goût du spectacle, vous avez souhaité mener seul cette rencontre. Je vous laisse donc la parole, Thomas Seydoux. Merci Monique. Quelle présentation, mon Dieu, j'ai encore le temps de faire la conférence. Merci 5 beaucoup. minutes et puis c'est tout. Mesdames et messieurs, bonsoir. J'aimerais tout d'abord remercier Monsieur Pierre Berger, Philippe Munier et la Fondation Yves Saint-Laurent de m'accueillir ici ce soir. Je suis très ému parce que cet endroit pour moi est magique. On a passé des moments ici avec François Driclès lors de la préparation de la vente extraordinaires. Des moments qui n'étaient pas faciles, comme vous pouvez l'imaginer, avec Pierre Berger et Philippe Munier qui défendaient évidemment le succès de la vente, mais des rendez-vous toujours extrêmement intelligents. Et c'est vraiment grâce à eux et au travail de collaboration qu'on a fait ensemble, je pense que la vente a été le succès qu'on connaît. Sur ce, Philippe Munier m'appelle au début du mois de décembre et me dit « Thomas, j'aimerais beaucoup t'entendre, est-ce que tu ne veux pas donner une conférence à la Fondation Yves Saint-Laurent ?» Et moi, évidemment, je dis tout de suite « Oui, chef, bien sûr, j'accepte toujours, je le fais avec grand plaisir et on pourra le faire au printemps tranquillement. J'aimerais bien parler de Caillebotte et la femme, parce que j'aime bien ce thème-là, etc. » Et on en reste là. Quelques jours plus tard, je reçois un charmant appel de Monique qui me dit « Alors Thomas, c'est parti pour le 16 janvier à 7h du soir pour parler des chefs-d'œuvre et des grandes collections qui étaient celles de Doucet et de Pierre Berger et Yves Saint-Laurent. » Je dis « Ah bon, le 7 janvier ?» Donc j'ai passé des vacances formidables, comme vous pouvez vous l'imaginer. Mais le thème a été vraiment passionnant et très intéressant et j'espère qu'il vous plaira ce soir. De comprendre qu'est-ce qu'est un chef-d'œuvre et qu'est-ce qu'est un grand collectionneur, ce sont probablement les deux mots les plus usurpés du marché de l'art. Dans n'importe quel journal, n'importe quelle semaine, vous lisez qu'il y a un chef-d'œuvre qui va passer en vente et que ça provient d'un énorme collectionneur. Et en fait, c'est beaucoup plus rare que ça. C'est extrêmement difficile de trouver des chefs-d'œuvre et c'est extrêmement difficile pour un collectionneur d'avoir la chance d'en acquérir un. Et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui, un peu le concept du chef-d'œuvre. Qu'est-ce qui fait qu'une œuvre devienne un chef-d'œuvre ou est-ce qu'elle est née chef-d'œuvre? Et quelle est la motivation derrière ces grands collectionneurs qui arrivent à capturer et à posséder ces œuvres exceptionnelles? Pour commencer, j'ai voulu mettre ces deux photos côte à côte pour montrer deux générations différentes. Yves Saint-Laurent, qu'on voit ici, qui a la petite quarantaine, dans le début des années 80, qui vient d'acquérir ce tableau de Matisse extraordinaire, qu'on juxtapose à Doucet, que l'on voit ici, qui est un monsieur âgé, qui a plus de 75 ans, l'époque où la photo a été prise, et surtout les deux œuvres incroyables, qui, elles, ne sont pas séparées de 50 ans comme les deux photos, mais elles ne sont 10 ans. Seulement 10 ans entre le Cure-dent de Picabia, chef-d'œuvre absolu du dadaïsme qui est aujourd'hui au Kunsthaus de Zurich, et les coucous de Matisse, qui est une œuvre extraordinaire. Alors évidemment, quand on voit Yves Saint-Laurent, novateur, grand créateur au début des années 80, acheter une œuvre d'apparence bourgeoise, on se trompe complètement. Matisse a peint cette œuvre en 1911, à une époque où le fauvisme a eu lieu en 1906, donc quelques années auparavant, et les autres artistes, tels que Braque, ont quitté la couleur pour rejoindre le cubisme, et Derain et Vlaminck, eux, ont abandonné leur palette de couleurs vives pour faire des œuvres de bien moindre importance. Matisse, lui, a continué avec la couleur. Il avait des collections de tissus, de tapisseries qui l'inspiraient, comme on voit ici, dont il modifiait les couleurs. Il nous propose une composition absolument extraordinaire qui est la célébration de la couleur et un chef-d'œuvre absolu qui est encore aujourd'hui dans une collection française.
et lorsqu'on l'a vendu, qui a fait un prix record. En juxtaposition, cette œuvre austère, sans couleur, de Picabia, créée avec des cure-dents, qui représente une nature morte, mais qu'est-ce qu'elle représente vraiment? Il n'y a vraiment plus aucune perspective, plus rien, mais c'est tellement novateur pour son époque. Et comment un homme comme Jacques Doucet, dans un âge assez avancé, arrive à reconnaître l'innovation, arrive à reconnaître le talent dans Picabia et savoir que cette œuvre allait être magistrale dans l'histoire de l'art. La conception du chef-d'œuvre. Cette œuvre est probablement l'œuvre la plus importante du XXe siècle. Évidemment, on dit non, sacrilège, c'était les Demoiselles d'Avignon de Picasso, pas Matisse. Et c'est intéressant de savoir que la joie de vivre, le bonheur de vivre, qui est vraiment, je dirais, l'œuvre peut-être la plus importante du fauvisme, peinte par Matisse, a bénéficié de sa provenance en bien et en mal. C'est un tableau qui fait, je crois, 2,40 m de large sur plus d'1,40 m, qui est à la Fondation Barnes aujourd'hui, qui a été déplacé de Marion, Pennsylvanie à Philadelphie même, et qui a inspiré Picasso et qui a motivé Picasso à faire les Demoiselles d'Avignon. Rien que ça. Chef-d'œuvre de par sa provenance, parce que le premier propriétaire était Gertrude Stein, dont on a vu l'exposition au Grand Palais il y a une année ou deux maintenant, une exposition extraordinaire. C'était la première propriétaire. Et Gertrude Stein, en tant que grande collectionneuse, non seulement c'est intéressant parce que ça montre que Jacques Doucet n'était pas tout seul à collectionner ses œuvres, ses chefs-d'œuvre du début du XXe siècle, mais elle a promu l'œuvre parce que de nombreux artistes venaient la visiter, notamment Picasso, et ont vu ce chef-d'œuvre colossal et se sont dit il faut que nous aussi on fasse quelque chose. Donc elle a joué un rôle très très important. Avant la Première Guerre mondiale, donc avant 1914, on sait que Gertrude Stein a vendu le tableau à Alfred Barnes, grand collectionneur américain qui avait dans sa collection à la fin de sa vie presque 59 œuvres de Matisse, très très important. Et Alfred Barnes, collectionneur très intelligent, certes, parce qu'il a acheté ce chef-d'œuvre très tôt, lui, à la fin de sa vie, a été très vexé par les institutions, notamment l'Université de Philadelphie, qui a refusé en bloc sa collection, et par le musée de Philadelphie, qui a également refusé sa collection. Donc, ce qu'il a fait à la fin de sa vie, c'est qu'il a créé une fondation à Marion, en Pennsylvanie, où il a enfermé tous ces tableaux, y compris celui-ci. Celui-ci était exposé dans la cage d'escalier de la fondation Barnes Marion, donc étonnamment comme les Demoiselles d'Avignon de Picasso, qui chez Doucet était également dans la cage d'escalier, donc vous ne pouvez pas le voir. C'est d'ailleurs le seul tableau qui a changé de position dans le nouveau bâtiment de la fondation Barnes à Philadelphie. Maintenant ils l'ont déplacé, évidemment, ils ont recréé exactement le même espace qu'à Marion, mais ils ont déplacé le tableau, ils l'ont consacré une salle entière, ce qui est évidemment bien mieux. Mais ce que Barnes a fait, c'est que non seulement il a enfermé ses tableaux dans sa fondation, et il a dit les tableaux ne pourront jamais être prêtés, mais en plus, comble du malheur pour ce chef-d'œuvre de la couleur, c'est qu'il a dit ils ne pourront pas être produits en couleur. Donc toutes les photos qu'on prêtera pour les historiens d'art, pour les livres, moi, je me souviens quand j'étais à l'université, on nous présentait ce tableau avec des diapositives en noir et blanc, parce que les trustees de la fondation Barnes tenaient toujours à ne pas laisser reproduire les œuvres en couleur. Finalement, les trustees ont changé, et finalement, aujourd'hui, heureusement, on a des images en couleur de ce chef-d'œuvre absolu. Mais là, on voit que des grands collectionneurs tels que Gertrude Stein ou Alfred Barnes ont fait du bien et du mal à ce chef-d'œuvre qui, en fait, côtoie les Demoiselles d'Avignon en termes d'importance du début du XXe siècle. Qu'est-ce qui est important pour un chef-d'œuvre? Alors, pourquoi est-ce que cette œuvre est un chef-d'œuvre? Tout d'abord, parce qu'elle doit se situer dans un mouvement très important et en être le chef de file. Ça, c'est vraiment très, très important. Et cette œuvre en est l'exemple parfait, parce que c'est l'œuvre la plus importante du mouvement du fauvisme. Donc, ça doit être une œuvre novatrice, ça doit être une chose novateur qui n'a jamais été faite auparavant. Premier critère. Mais comment sait-on qu'une œuvre est novateur? Voilà, évidemment, le chef-d'œuvre de Jacques Doucet, qui est aujourd'hui au MoMA, qui sont les Demoiselles d'Avignon, dont Picasso a été motivé par Matisse, évidemment, pour le faire, qui est le chef-d'œuvre du cubisme absolu, qui aujourd'hui est considéré comme le chef-d'œuvre du XXe siècle. Ce qui est important, pour que ce soit novateur, c'est sa date d'exécution. Et je pense que la date reste l'élément principal de l'importance d'une œuvre d'art. Pourquoi? Parce que la date la situe dans son temps. Et aujourd'hui, c'est vrai que quand on voit les Demoiselles d'Avignon au MoMA, sur un grand mur blanc, dans le contexte d'un musée, on a du mal à contextualiser la période dans laquelle elle a été créée. Cette œuvre a été peinte en 1907,
Et comme vous voyez une photo du Palais Garnier de l'époque, si on contextualise un tout petit peu Paris en 1907, on réalise à quel point Picasso était en avance sur son temps et clairement était d'une modernité absolument incroyable. Donc la date, c'est quelque chose qui vous permet de situer l'aspect le plus novateur chez un artiste. Évidemment, Matisse et Picasso sont assez des mauvais exemples parce qu'à travers toute leur carrière, ils ont créé des œuvres extraordinaires, tandis que la plupart des artistes, on voit qu'ils ont eu une période dans leur jeunesse très très importante, qui ont contribué à un mouvement très important, et par la suite, qui ont souvent continué à reproduire cette période magique de leur carrière qui a contribué à l'histoire de l'art. La date est un élément déterminant dans la définition d'un chef-d'œuvre. Ensuite, c'est aussi important, mais pas essentiel, que l'œuvre ait participé à des expositions très importantes. La Section d'Or en 1912, le Armory Show à New York, des expositions qui ont influencé d'autres artistes, qui ont influencé les critiques, qui ont créé l'histoire de l'art et qui ont eu vraiment un impact dans leur temps. Et ça, c'est très important parce que souvent, on parle de « on a découvert un chef-d'œuvre de Van Gogh qui était oublié, etc. » Si c'est un chef-d'œuvre, en général, on ne l'a pas découvert, on l'a redécouvert. Et c'est vraiment important qu'à l'époque où il a été créé, qu'il soit vu par d'autres artistes, par des critiques de l'époque, et qu'il ait marqué son époque. Ce qui est très important, évidemment, c'est l'influence que ces œuvres ont eue sur les artistes successifs et même sur la société dans laquelle on vit. Par exemple, Fernand Léger, La tasse de thé, qui était un des chefs-d'œuvre de la collection Pierre Berger et Yves Saint Laurent, a influencé tout le mouvement Art déco, tout simplement. Tout son côté mécanique va au-delà même des arts et a influencé toute la culture du graphisme et des artistes graphiques à travers le XXe siècle. Le Matisse, que vous voyez, qui appartenait à Jacques Doucet, lui, a influencé tous les artistes américains des années 50. Je pense notamment à Deep Bencorn, par exemple, où on voit vraiment qu'il a repris ces aplats de couleurs et cette structure complètement dans ses propres peintures. Donc ce qui est important, évidemment, c'est un tableau qui n'a pas influencé, qui n'a pas révolutionné, qui n'a pas repoussé les frontières de l'histoire de l'art, ne peut pas vraiment être considéré comme un chef-d'œuvre. Doit-il être controversé à son époque? Ça, c'est une chose aussi qu'on voit beaucoup dans l'art contemporain aujourd'hui. On voit des œuvres qui choquent, et donc on dit comme elle choque, elle est controversée, donc ça doit être une œuvre très très importante. Je pense que c'est une nécessité, mais pas forcément. Par exemple, ce tableau de Hansort, Le désespoir de Pierrot, qui a été peint en 1892, a été exposé l'année suivante dans la dernière exposition du Club des Vins à Bruxelles, qui était une exposition thématique qui était annuelle et qui rassemblait tous les grands artistes belges qui, depuis 1883, exposaient chaque année leurs œuvres. 10 ans plus tard, lors de leur dernière exposition des vins, ils étaient déjà acceptés. Ils étaient déjà reconnus comme étant novateurs de la peinture belge et de la peinture européenne de l'époque. Et évidemment, ce tableau reste le chef-d'œuvre, un des 2-3 chefs-d'œuvre les plus importants de Hansort, même s'il n'était pas controversé au moment où il a été peint. Pourquoi est-ce qu'on dit controversé? Pas simplement pour choquer. En fait, c'est à cause de cet aspect novateur des œuvres qui casse les règles établies de son époque artistique et qui le repousse au-delà et qui prennent un certain temps de compréhension pour qu'elles soient acceptées. Donc le côté controversé, c'est en fait l'aspect novateur qui demande du temps pour une compréhension de ce que l'artiste essayait de communiquer dans des œuvres magistrales telles que celle-ci. Alors, est-ce qu'il doit être grand? On a parlé de la taille du Matisse, on sait que Les Demoiselles d'Avignon est un grand tableau, mais un chef-d'œuvre n'est pas forcément grand. J'ai pensé à une œuvre qui n'appartenait ni à l'un ni à l'autre, qui est à la Chauve-Cul de Duchamp, qui est une carte postale, qui est minuscule, mais qui est un chef-d'œuvre absolu du mouvement Dada. Et donc j'ai choisi cette œuvre à la place, ce paysage de Degas, que Degas a peint tout jeune, en 58-60, lorsqu'il a fait un voyage en Italie. Il s'est arrêté à Naples, chez ses grands-parents, et il a peint 13 vues de Naples, dont celle-ci, qui est une des plus abouties. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on voit dans une œuvre sur papier qui a été marouflée sur toile par la suite, en plein air, il peignait toujours sur papier, c'est sa compréhension de Corot, et des voyages de Corot, de la meilleure période de Corot, qui est son voyage en Italie. Et on voit qu'il a compris ce que Corot faisait, il a capturé cette lumière, capturé ces effets de paysage et cette modernité. Et ça, c'est une œuvre absolument sublime, qui est minuscule, qui fait 22 sur 20 cm, et qui est vraiment remarquable dans sa compréhension de la lumière et des effets de lumière sur les paysages.
Donc une œuvre, un chef-d'œuvre ne doit pas forcément être ni grand, ni spectaculaire. Beauté universelle. On en parle beaucoup de ça. Est-ce qu'un tableau, évidemment, un chef-d'œuvre, doit être reconnu comme beau par tous? Je ne pense absolument pas que ce soit une nécessité, évidemment. Quand on parle de Mondrian, on ne parle pas forcément de beauté. Par contre, ce qui est universel, c'est le génie de Mondrian. C'est cet équilibre parfait de ces compositions qui surprennent et qui, à l'époque où elles ont été créées, étaient totalement novateurs. En dehors de préparer ma conférence pendant les fêtes de Noël, j'ai essayé de faire un Mondrian sur toile. Non pas que j'ai un talent, mais ce qui était intéressant dans la reproduction de l'œuvre, c'est de voir à quel point l'équilibre de ces compositions se joue au millimètre près. Et moi, j'ai tout simplement recréé une œuvre dont j'avais une photo sur mon ordinateur, donc c'était assez facile, j'avais qu'à copier, et je vous assure que ça n'a pas marché du tout. Je vous dis ça parce que le réflexe normal de la plupart des gens qui ne sont pas habitués à l'art moderne voient ce genre d'œuvre et disent un enfant de 5 ans aurait pu le faire, qu'est-ce que c'est n'importe quoi, etc. Et en fait, évidemment, absolument pas. C'est un équilibre des couleurs, un équilibre de la composition qui est absolument parfait. Est-ce que ça doit être beau? Non. Encore une fois, ça doit être novateur par rapport à son époque. Ce qui est intéressant, évidemment, quand on voit Mondrian aujourd'hui, ce qui est ironie un petit peu, mais ce qui est incroyable et ce qui est certainement vrai, c'est qu'on pense souvent évidemment aux robes des Yves Saint Laurent de Mondrian. Et j'ai appris cet après-midi, grâce à un interrega, que le Rijksmuseum à Amsterdam, ainsi que le Gemeente musée de La Haye, viennent d'acheter tous deux des robes Mondrian de Saint Laurent, comme justement l'influence de la culture et des chefs-d'œuvre dans la culture générale et qui ont marqué leur temps. Alors après la provenance, on a vu à quel point Gertrude Stein a pu aider les artistes en recevant chez elle, en montrant ses œuvres, et des ventes également, telles que la vente de Pierre Berger et Yves Saint Laurent, ont aussi marqué leur époque, énormément. Et c'est certain que ces deux œuvres ne sont pas des tableaux, et ça c'était une des grandes qualités de Doucet et de Pierre Berger et Saint Laurent, de collectionner dans tous les domaines, a certainement eu un impact colossal, si bien dans la redécouverte de Eileen Gray, dont vous voyez le fauteuil ici, qui n'était pas oublié, mais qui ne suscitait pas l'intérêt ni l'engouement qu'elle a suscité ces 7 dernières années depuis la vente. Et évidemment, Lalanne, non seulement Yves Saint Laurent a soutenu Lalanne dans sa jeunesse à travers une des premières commandes de 65 qui est ce bar, mais depuis la vente Saint Laurent, depuis les résultats obtenus pour ce fameux bar YSL, les prix de Lalanne et la renommée de Lalanne a été décuplée sans cesse. Donc c'est vrai que la provenance d'une œuvre est très importante, et aujourd'hui, a posteriori, les œuvres qui ont appartenu à la collection de Pierre Berger et d'Yves Saint Laurent, les œuvres qui ont appartenu à Jacques Doucet, sont considérées aujourd'hui, par la force des choses, comme des œuvres de goût, des œuvres de qualité, et ont contribué, l'appartenance à ces grands collectionneurs, ont contribué à la valorisation, mais aussi à la compréhension et à l'intérêt qu'on porte et le regard qu'on porte sur ces artistes. Donc son prix est-il un critère? Aujourd'hui, c'est quelque chose dont on parle beaucoup, c'est le prix des œuvres, évidemment, et quelque chose qui se vend à 120, 140, récemment 180 millions de dollars, comme c'est le cas des Van Dijk qui a été vendu l'année dernière par Picasso. On dit que ça doit être un chef-d'œuvre absolu puisque ça coûte très cher. Le prix, en général, n'a pas grand-chose à voir avec un chef-d'œuvre. Je me souviens, au Rijksmuseum, justement, dont on parlait tout à l'heure, la ronde de nuit de Rembrandt, dans l'ancien format, dans l'ancienne exposition du musée qui vient d'être rénovée maintenant, il y avait une étiquette qui était à côté du tableau et qui disait « ce tableau n'a pas de valeur ». Exprès pour forcer les gens à regarder le tableau et non pas à passer leur temps devant l'œuvre à dire 100 millions, 200 millions, 1 milliard, qui sont un peu les seuls attributs qu'on donne pour essayer de comprendre le statut du chef-d'œuvre. Là, j'ai choisi une œuvre de Calder de 1936, qui appartenait à Saint Laurent et Pierre Berger, qui est une œuvre extraordinaire, qu'on peut voir à la Tate Gallery, qui a une rétrospective en ce moment de Calder, très intelligente. Et l'œuvre, à l'époque, n'a fait que 1,6 million d'euros. Certes, 1,6 million d'euros, ça reste beaucoup d'argent, mais quand on entend les sommes colossales du marché de l'art aujourd'hui, c'est relativement peu pour un objet rarissime. Ces compositions, ces premières sculptures mécaniques avec un moteur à l'intérieur, des années 30, sont rarissimes sur le marché. Et d'ailleurs, depuis la vente, depuis 2009, on n'a jamais revu sur le marché une œuvre de cette époque-là. Donc, le prix n'est pas un critère. Le prix
c'est juste, en fait, la reconnaissance des grands collectionneurs qui se battent entre eux pour pouvoir posséder une œuvre. Mais c'est plutôt la bataille entre eux qui crée le prix, évidemment, que l'œuvre elle-même, qui parce qu'elle vaut, parce que c'est un chef-d'œuvre, devrait valoir X ou Y. Donc le chef-d'œuvre, est-ce qu'un chef-d'œuvre naît chef-d'œuvre ou est-ce qu'il le devient? Ça aussi, c'est une question qui est assez ambivalente, mais qui est importante. Je pense que dans le cas des Demoiselles d'Avignon de Picasso, l'œuvre est née chef-d'œuvre. Tout de suite, au bateau Lavoir, on a évoqué le fait que Picasso avait peint un tableau extraordinaire, qu'il y avait quelque chose qui allait révolutionner le monde de l'art, et cette œuvre, indéniablement, même si incomprise, trop novateur encore, a été considérée dès le départ comme un chef-d'œuvre. Ce n'est pas du tout le cas de Duchamp, que vous voyez à droite, La Belle Haleine, qui faisait partie des collections Pierre Bergé et Yves Saint Laurent, qui est probablement une des 5 ou 6 œuvres vraiment du mouvement Dada qui reste encore, qui a survécu et qui est encore ici aujourd'hui, et qui est exceptionnelle. Mais évidemment, à l'époque, quand elle a été créée en 1921, elle était beaucoup trop novatrice, beaucoup trop contemporaine, elle a cassé tout ce qui a été fait auparavant, et elle était complètement incomprise. Donc là, évidemment, le temps et l'histoire de l'art, et l'influence qu'elle a eue sur les générations successives a contribué à son statut de chef-d'œuvre. Donc le collectionneur. Qu'est-ce qui fait qu'un collectionneur est ou n'est pas des chefs-d'œuvre dans sa collection? Et qu'est-ce que c'est qu'un grand collectionneur? Mot aussi qu'on utilise un peu à tout va, tout le monde est un grand collectionneur parce qu'il a beaucoup d'œuvres, etc., etc. Je crois que la motivation première, c'est une passion absolue. C'est presque une raison de vivre, c'est une motivation permanente, dévouée. Et comme exemple, j'ai utilisé 2 grands collectionneurs, qui étaient M. Huntington, dont il a un musée à Los Angeles, qui est encore méconnu aujourd'hui, et évidemment la fondation et Alfred Barnes, qui était un collectionneur qui avait cumulé, comme on voit ici, 180 Renoir, 69 Cézanne, 59 Matisse, une trentaine de Di Chirico, et en tout un millier d'œuvres en à peine 15 ans. Huntington, lui, était un Anglais qui avait déménagé aux États-Unis, qui s'était exilé aux États-Unis, qui avait créé le chemin de fer qui reliait la côte Est à la côte Ouest, et qui avait anticipé l'arrivée du chemin de fer à Los Angeles. Donc ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait acheté énormément de propriétés à Los Angeles, de terrain, en se disant, Los Angeles, dès que le train arrive, va se développer énormément. Et effectivement, la population de Los Angeles a été multipliée dans les années 10-20 par 10, tout simplement, et il a fait une fortune absolument colossale. Et étant exilé d'Angleterre, étant considéré comme un nouveau riche, il avait une revanche sociale à prendre, et il a constitué une collection de portraits extraordinaires, qui comprend notamment The Blue Boy de Gainsborough, son chef-d'œuvre absolu, qui a fait un tollé quand ça a quitté l'Angleterre, et a constitué une des plus grandes collections de portraits anglais en dehors de l'Angleterre, si ce n'est la plus grande absolue. Et comme on voit, il a acheté donc 650 tableaux et plus de 400 sculptures au sein de sa collection. Donc je pense, un point de départ, c'est une passion, une raison de vivre, une motivation extrême, parce que si on a vu tout à l'heure que le Calder n'était pas très cher, acheter des chefs-d'œuvre, acheter des œuvres, évidemment, coûte toujours beaucoup d'argent, demande beaucoup de temps, et aussi demande un esprit de curiosité et un courage d'acquérir des choses qui ne sont pas encore forcément reconnues de tous, et certainement pas par le marché. Donc, une personnalité obsessive, une motivation, dans certains cas, ça peut être une passion absolue pour l'art et pour ses artistes et pour ses créateurs, ou alors ça peut être une motivation sociale. Dans le cas de Huntington, c'est clair que l'aspect social et la revanche sociale a été une partie très très importante de sa motivation en tant que collectionneur, et aussi pour Barnes. Barnes qui était certes amoureux des artistes et qui achetait des ateliers entiers quand il venait à Paris d'artistes, contrairement à quelqu'un comme Gertrude ou Leo Stein, qui eux collectionnaient vraiment par amour des artistes, par identification par rapport à leur côté créateur et leur isolation en tant qu'artiste et leur incompréhension par la société. Et je pense que c'était aussi le cas de Jacques Doucet et
Saint-Laurent. Jacques Doucet, lui, avait aussi une sorte de motivation sociale, mais je pense qu'en collectionnant l'art contemporain de son époque, il s'identifiait très fortement à ses collectionneurs, à ses artistes, pardon, et à ce côté créateur que lui-même avait et qui était incompris. La connaissance. La connaissance à l'origine du goût, ça je pense que c'est très très important. Si bien Jacques Doucet que Pierre Berger ont eu des collections et des bibliothèques absolument extraordinaires et qui ont contribué à leur culture générale, à leur connaissance et à leur raffinement et leur développement du goût absolu. On a vu la collection de Pierre Berger qui a été vendue chez Sotheby's en décembre dernier et qui a battu de nombreux records et qui a été un succès. Mais plus important, c'est cette base de connaissances que leur a donné et cette curiosité que leur a donné leur collection. Je me souviens, il y a quelques années, je suis allé à Tel Aviv voir un collectionneur pour lui présenter un tableau. Je travaillais encore chez Christie's. Et le collectionneur me paraissait un homme d'affaires extrêmement dur, extrêmement difficile et très dur en affaires, même si ça ne va pas être facile. Et je lui ai montré le tableau, je lui ai parlé d'une exposition. On est dans ses bureaux. Et il m'a regardé, il m'a dit, cette exposition, je la connais. Il m'a demandé de l'accompagner en bas au sous-sol. Et je suis allé au sous-sol avec lui, et il y avait 3 salles grandes comme celle-ci, remplies d'une énorme bibliothèque privée, secrète, où il avait tous les catalogues d'exposition des débuts des années 20 et des années 30, la période qui l'intéressait, et il avait une bibliothèque absolument remarquable qui lui permettait d'identifier vraiment les chefs-d'œuvre et les œuvres importantes qui seraient avoir dans sa collection. Donc je pense que la bibliothèque et cet intérêt littéraire jouent un rôle important, mais certes pas exclusif. Également, c'est clair que, comme je vous ai dit, les chefs-d'œuvre coûtent toujours très cher. Collectionner des œuvres demande évidemment de l'argent. Donc la comparaison n'est pas tout à fait exacte. L'argirol est le fameux médicament qu'a inventé ou peut-être volé à son associé Alfred Barnes. Quand il a vendu l'argirol, il est devenu multimillionnaire à 36 ans, très jeune. Et évidemment, Saint-Laurent, grâce à son succès, et je pense peut-être en partie à ce parfum qui a été un succès planétaire, qui était Opium, lui a donné les moyens financiers, les ressources financières de pouvoir acheter des œuvres. Mais ça ne suffit pas. Dans le cas de Saint-Laurent, comme de Jacques Doucet, il se battait contre d'autres collectionneurs. D'ailleurs, Jacques Doucet se battait contre Barnes, qui avait des moyens bien plus importants que lui, et Saint-Laurent, à son époque, avait aussi d'autres collectionneurs, qui étaient plus fortunés, qui avaient plus de moyens que lui. Par contre, ce qu'il y avait, c'est qu'à l'époque, il y avait encore un décalage entre l'histoire de l'art et le marché. Il y avait des artistes, comme Paul Klee par exemple, qui étaient dans tous les livres d'histoire de l'art, évidemment, qui étaient reconnus comme un artiste très important, mais dont le marché se désintéressait complètement. Et donc ce décalage permettait d'acheter des œuvres de grande qualité à moindre prix. Ce qui est évidemment beaucoup plus difficile aujourd'hui, sauf dans certains domaines, comme la peinture du 19e, où il y a encore plein d'artistes qui ont fait des choses extraordinaires et dont le marché ne reconnaît absolument pas. Donc ce décalage, c'est vrai, est propice et vous permet encore de trouver des choses, vous permettait de trouver des choses qui n'étaient déjà reconnues par l'histoire de l'art, mais pas encore par le marché. Le rôle du conseiller. Ça, je pense que c'est vraiment très très important et c'est pas facile. C'est pas facile d'avoir un conseiller. Jacques Doucet avait André Breton, qui l'a au début collectionné, aidé et conseillé pour sa bibliothèque, comme l'a fait l'écrivain Suarez, mais par la suite les tableaux. Et notamment, pratiquement tous les grands chefs-d'œuvre de Jacques Doucet ont été acquis grâce à André Breton. Pierre Berger et Yves Saint-Laurent avaient la chance d'avoir un interrégat qui leur a présenté des œuvres et qui leur a trouvé sur le marché des œuvres exceptionnelles. Pourquoi un conseiller est important? Parce qu'il vous force à vous sortir de votre zone de confort. Sinon, vous allez directement vers ce que vous aimez, vous achetez ce que vous reconnaissez, vous allez vers votre zone de confort en fait. Un conseiller vous force à un nouveau regard et ce que vous ne comprenez pas, parce que trop novateur encore, il peut vous l'expliquer et vous dire voilà pourquoi c'est un chef-d'œuvre. Comme André Breton l'a expliqué à Jacques Doucet, il lui a dit tout simplement, en ce qui concernait le Denis Rousseau, je ne vais pas t'expliquer pourquoi c'est important, tout ce que je peux te dire c'est qu'il faut un seul tableau de Denis Rousseau et c'est La charmeuse au serpent que tu dois acheter absolument. Bon, c'est colossal, c'est important, crois-moi, il faut que tu l'achètes.
Et ce genre de rapport de confiance qui se construit au fil des années est absolument important pour pouvoir diversifier sa collection et sortir de sa zone de confort. Savoir vivre avec sa collection, ça je pense que c'est très important. Je pense que quand on a une collection, quand on a des œuvres importantes, elles ne doivent pas être posées au portefeuille ni dans un coffre, on doit vivre avec. Pendant longtemps, je pense que j'ai beaucoup entendu aussi parler du fameux dialogue. Des grands collectionneurs qui ont ce sens de la mise en scène et de la scénographie, on dit qu'ils établissent des dialogues entre les œuvres. Moi je ne pense pas. Je ne pense pas que ce sont des dialogues, je pense que ce sont des confrontations. Parce que ce qu'on oublie, c'est si probablement la joie de vivre était dans une cage d'escalier, comme l'étaient les Demoiselles d'Avignon, c'est parce que ce sont des œuvres extrêmement difficiles de mettre quoi que ce soit à côté. Parce que ce sont des œuvres carnivores qui cannibalisent littéralement tout ce qu'il y a autour. Et ce sens justement de la confrontation entre les œuvres et de rehausser tout le niveau de votre collection pour pouvoir juxtaposer des œuvres et des chefs-d'œuvre ensemble, ça c'était vraiment un don qu'avaient les deux, si bien Jacques Doucet que Yves Saint Laurent et Pierre Berger. Dans des buts un petit peu différents, parce que le fameux studio St. James de Jacques Doucet, il était là pour être montré. C'était aussi un peu la carte de visite de la réputation de Jacques Doucet, de montrer cet espace incroyable qu'il avait créé, si bien dans des meubles que dans des accessoires, que évidemment des tableaux, dans un intérieur fait sur mesure pour ses œuvres. Saint Laurent, lui, ne montrait pas du tout son appartement et sa maison. D'ailleurs, quand on a préparé la vente avec François de Riclès, François me disait on va faire des visites privées de l'appartement de Saint Laurent. Je me suis dit mais tous nos clients doivent connaître par cœur cet espace, doivent connaître personnellement Yves Saint Laurent, ils y sont tous allés, personne ne voudra venir ou se déplacer spécifiquement pour aller voir. Et en fait pas du tout, personne ne l'avait vu. C'était un espace vraiment privé, vraiment réservé à lui, et c'était un espace, je peux vous dire, extraordinaire, où le sens du beau, de l'esthétisme, de la qualité et de l'élégance était omniprésent. Et on voit que ça comptait vraiment beaucoup pour lui, et que c'était vraiment une source, non pas d'inspiration directe, mais une source de pouvoir être entouré et vivre au sein de choses extraordinaires. Et ça, c'est une chose qu'on oublie beaucoup aujourd'hui, parce qu'on parle tellement d'argent, tel et tel tableau vaut tant, il est très important pour telle raison, il vient de se vendre pour un prix record, mais la chance de pouvoir être entouré de belles choses et vivre au quotidien avec des chefs-d'œuvre d'une qualité incroyable, c'est vraiment un luxe de vie extraordinaire. Alors, le collectionneur peut-il faire des erreurs? On dit un grand collectionneur, ce ne sont pas que des chefs-d'œuvre. Et pour illustrer ce propos, j'ai choisi un grand Picasso de 1915 qui appartient à Pierre Berger aujourd'hui, qui était dans la vente, et qui est un des rares tableaux qui ne s'est pas vendu dans la vente. Il est resté invendu, et pourtant c'est un chef-d'œuvre très important de 1915 de Picasso, un tableau qui est resté invendu à 23 millions d'euros, soit 25 millions de dollars aujourd'hui, qui est une somme par rapport à l'évolution du marché depuis 2009, qui semble dérisoire aujourd'hui. Mais effectivement, en 2009, la hiérarchie et la perception des collectionneurs étaient plutôt axées sur les Brancusi, les Mondrian et les Matisse de la collection, et moins sur ce Picasso. Et ce n'est pas une erreur. Mais est-ce qu'un collectionneur peut faire des erreurs? Oui, parce qu'il suit sa vision, il suit une vision particulière, et c'est ce qu'on lui demande, c'est d'aller à la recherche de choses novatrices, de choses qu'on ne voit pas souvent, et de continuer dans sa vision, quitte à faire des erreurs, évidemment. Qu'advient-il de la collection? Les collections, très souvent, ces grandes collections, finissent soit dans un musée, soit dans une vente. Et ça, ce sont un peu les deux venues parallèles qui se passent selon les motivations des collectionneurs. Évidemment, à gauche, Pierre Berger et Yves Saint Laurent ont choisi de vendre leur collection et de rendre les œuvres qu'ils ont gardées précieusement chez eux et que très peu de gens ont vues sur le marché et à d'autres collectionneurs et d'autres musées qui ont acquis à la vente. Et là, on a l'exemple inverse d'un grand collectionneur américain qui était Robert Lehman, qui lui, en 1975, a donné sa collection au Metropolitan. Et en fait, il a donné sur certaines conditions que le Metropolitan à New York construise une aile spéciale pour lui, en forme de mausolée. Comme une sorte de pyramide d'Égypte qu'on voit ici, et toute sa collection était autour
d'un salon que l'on voit au centre, qui était en fait un salon en son honneur et à sa mémoire et à sa propre grandeur. C'est une façon et une motivation qui est très américaine et qui se fait encore beaucoup aujourd'hui de survivre en fait grâce à sa collection, de survivre sa propre pérennité et de faire ça. C'est un peu les deux choix que les collectionneurs ont, ou combiner les deux, comme Jacques Doucet, Yves Saint Laurent et Pierre Berger ont fait, en donnant certaines choses à des musées et en faisant des ventes. Pourquoi étaient-ils des grands collectionneurs? Je pense également, je ne crois pas que ce soit la seule raison, mais je pense que leur métier de créateur, étant des artistes eux-mêmes, a certainement contribué à cette qualité et cette recherche de l'excellence et du goût. C'est certain que quand vous êtes artiste, créateur de mode, vous devez sans arrêt vous renouveler, vous avez la pression commerciale des défilés, de devoir trouver votre inspiration dans le passé, mais d'aller au-delà et de créer quelque chose de nouveau. On sait que Jacques Doucet était aussi un remarquable homme d'affaires, c'était un créateur qui était peut-être pas toujours aussi novateur que Yves Saint Laurent, mais un remarquable homme d'affaires. Mais je pense que ce sens du beau, ce sens de l'élégance, ce sens de l'esthétisme et cette recherche perpétuelle ont certainement contribué à la grandeur de leur collection. Je pense également que le fait que Saint Laurent soit entouré d'objets et de tableaux de grande qualité, de grande élégance, de grande pureté était une source d'inspiration et le rassurait. C'est très rassurant de vivre à proximité d'objets auxquels vous aspirez et que vous trouvez d'une perfection et de valeur auxquelles vous vous identifiez et auxquelles vous aspirez. Donc je crois que là, il y a un parallèle assez intéressant à faire et je pense que ça a certainement contribué. Et les deux collectionneurs, évidemment, présentaient des similitudes. Tous les deux, comme on l'a dit tout à l'heure, ont eu des bibliothèques très importantes. Ils avaient tous les deux le sens de la mise en scène, pour des raisons différentes, mais ils savaient très très bien le faire. Ils ont tous les deux découvert des jeunes talents, que ce soit Lalanne, Picabia et tant d'autres, en cas de Jacques Doucet qui collectionnait spécifiquement l'art contemporain. Ils avaient tous les deux un conseiller, et ils ont tous les deux établi des ventes extraordinaires qui ont marqué leur époque. Alors une vente aux enchères, on se dit toujours, vous donnez vos tableaux à un commissaire-priseur, il fait son catalogue, il fait son travail, et vous touchez les sous et le produit de la vente quelques mois après la vente. Et en fait, dans les deux cas, ce qui est très intéressant, c'est que si bien Pierre Berger que Jacques Doucet, il y a vraiment un parallèle sur le travail qu'eux-mêmes ont investi dans la mise en vente de leurs objets. Tous les deux ont créé des scénographies, des mises en scène pour le public. Tous les deux ont fait des catalogues extraordinaires, on demandait à des auteurs spécifiques d'écrire sur chaque tableau, et tous les deux, portant la vente de Doucet en 1912, donc c'est presque un siècle avant, les deux ventes étaient parallèles et avaient beaucoup de similitudes dans la contribution des propriétaires à mettre en valeur. Et ça, je me souviens, je pense que certains d'entre vous étaient au Grand Palais en 2009, la scénographie que Pierre Berger a organisée et mis en place a certainement contribué à une valorisation extraordinaire de la collection. Donc ils avaient assez semblables dans leur méthodologie, mais aussi différents. Différents parce que Jacques Doucet, lui, collectionnait de l'art contemporain, de l'art de son époque, et Yves Saint Laurent et Pierre Berger, eux, avaient un regard sur les années 20, 30, et sur la passion de cette époque du début du siècle. Également, la motivation, comme on l'a dit, était assez différente. Yves Saint Laurent avait un espace extrêmement privé, tandis que Jacques Doucet utilisait le studio Saint-James aussi comme une promotion de sa personne. Et aussi une différence, certes, que Jacques Doucet, évidemment, à son époque, ne pouvait pas se permettre de traduire les tableaux dans ses créations personnelles. Ce que Yves Saint Laurent, évidemment, a fait avant de posséder des Mondrian, a fait les fameuses robes d'artistes que l'on connaît aujourd'hui. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que Jacques Doucet, à son époque, était considéré comme un couturier. Et un couturier, ce n'était pas une superstar comme l'était Saint Laurent de son vivant. C'était quelqu'un qui travaillait pour les gens de ce monde et que lui a toujours ressenti qu'il avait une revanche sociale à prendre par rapport à ses clients qui le regardaient en tant que fournisseur parmi tant d'autres. Oui.
clairement. Donc, juste passer en revue certains tableaux et de comprendre à quel point ils sont novateurs. Je voulais parler brièvement de la charmeuse de serpent du douanier Rousseau, dont il va y avoir une rétrospective dans quelques mois au musée d'Orsay, qui devrait être assez extraordinaire. Et douanier Rousseau, évidemment, aujourd'hui, on se dit, oui, c'est un peu enfantin, c'est un peu onérique, on ne comprend pas trop l'aspect novateur. Et pourtant, ce tableau et l'œuvre de douanier Rousseau a contribué à tout le mouvement surréaliste qui n'aurait probablement pas eu lieu sans lui. Ce tableau en particulier, c'est assez intéressant parce que c'est Robert Delaunay, un autre artiste, qui était absolument fasciné par le douanier Rousseau, qui a réussi à convaincre sa mère, en 1907, de passer une commande de cette œuvre directement à douanier Rousseau. Et André Breton a tout de suite repéré l'incroyable composition qui n'était jamais vue auparavant et qui était complètement novateur, et a convaincu Jacques Doucet de l'acheter. Mais Jacques Doucet a su convaincre lui-même Robert Delaunay de lui céder l'œuvre uniquement sur la promesse que l'œuvre rejoindra le Louvre un jour et qu'il la lèguera au Louvre. Alors ça paraît anodin, mais quand le tableau a été effectivement légué au Louvre en 1924 et annoncé à la presse, ça a fait exploser la réputation internationale du douanier Rousseau, et tout le monde l'a regardé, tout le monde a dit ça y est, le douanier Rousseau rentre au Louvre, c'était une première. Jacques Doucet avait fait la même promesse pour les Demoiselles d'Avignon, mais pour des raisons qui restent assez obscures en fait. On pense que les démarches ont commencé mais qu'elles n'ont jamais abouti, mais le tableau n'a jamais été légué aux musées nationaux. Autre tableau très important dans l'exposition, qui est un des chefs-d'œuvre de Picasso de la période analytique de 1912, de la collection Jacques Doucet. C'est un tableau assez intéressant parce qu'il avait appartenu aussi à Kahnweiler, le marchand, dont le stock a été séquestré pendant la guerre parce qu'il était allemand, et le stock a été vendu à la fin de la guerre, dans plusieurs ventes au début des années 20. Et là aussi, sur le conseil de André Breton, Jacques Doucet a acheté cette œuvre, que la veuve a revendu plus tard à une autre grande collection, la collection Arambert, qui a hésité très très longtemps, collectionneur américain, à léguer toute leur collection à un musée en Californie ou à un musée à New York. Et finalement, ils ont choisi le musée de Philadelphie parce que le musée de Philadelphie, à un certain moment, s'était engagé à soutenir une fondation que les Arambert avaient créée en 1937 pour la défense et la promotion de Francis Bacon. C'est quand même assez incroyable en 1937 que les Arambert, tandis que Bacon était tout jeune, aient créé cette fondation pour le soutenir parce que c'était un jeune artiste dans lequel il croyait. Donc ça aussi le côté des grands collectionneurs d'être mécènes pour des jeunes artistes. Doucet l'a fait, Pierre Berger l'a fait aussi, et ce tableau est à Philadelphie aussi dans cet esprit de mécénat. Et puis un grand tableau qui est aujourd'hui à Pompidou, qui a appartenu cette fois-ci à Jacques Doucet et Pierre Berger et Yves Saint-Laurent, qui est le tableau de Denis Chirico. Il ritorna, qui est un tableau dont les interprétations sont multiples, mais qui est un chef-d'œuvre de la période métaphysique, qui est tellement importante, qui est justement la période la plus importante de De Chirico, et par la suite son œuvre deviendra beaucoup moins importante. Afin de ne pas parler tout seul de cette œuvre, j'aimerais inviter Alain Tarica, qui est ici ce soir. Merci Alain d'être venu, et qui a été le conseiller de Pierre Berger et Yves Saint-Laurent. Et je crois que ce tableau, pendant très très longtemps considéré comme un faux, par De Chirico lui-même, a été tout simplement vendu par Alain à Pierre Berger et Yves Saint-Laurent. Alain, comment s'est passée la vente? Bonsoir. Bonsoir. Et comment s'est passée la vente d'un faux tableau à Pierre Berger et Yves Saint-Laurent? Alors attends. Okay. Et hop. Bon, alors il faut d'abord savoir que De Chirico avait depuis 1924 l'habitude de faire lui-même des faux de ses œuvres, de son œuvre. Parce que la grande époque de Chirico, l'époque métaphysique, ça commence en 1910, disons, et ça se termine en 1918. Et au début des années 20, les surréalistes, Breton en tête, avaient une vénération pour cette époque, pour l'œuvre de Chirico de cette époque. Et Paul Éluard a demandé à De Chirico de lui vendre un tableau de cette époque-là en 1924. Et en 1924, De Chirico n'en avait plus, des tableaux de cette époque-là. Parce qu'il a été dans la misère, qu'en plus en 1915, il habitait Paris, et qu'en 1915, l'Italie l'a appelé à être dans l'armée à cause de la guerre, et il a laissé tout son studio
à Paris avec tous les tableaux qui s'y trouvaient et lesquels tableaux ont été récupérés par hasard par Jean Paulhan, qui était un ami de Chirico à cette époque-là, donc avant 1910 et pendant la Première Guerre mondiale. Et il a écrit à De Chirico en Italie, qui était hospitalisé à Ferrare en 1917, de 1915 à 1918, en lui demandant qu'est-ce que je fais de tous ces tableaux que par hasard j'ai récupérés parce que le propriétaire de l'atelier de Chirico, n'ayant plus le loyer payé, avait dit à la concierge de l'immeuble débarrasser l'atelier pour que je puisse le relouer. Et la concierge avait entassé les tableaux de l'atelier de Chirico dans son appartement, dans sa loge, et Paulhan arrive pour visiter de Chirico sans savoir qu'il était parti à Ferrare en 1915 et voit tous les tableaux entassés dans la loge. Elle lui dit mais qu'est-ce qui se passe? Et elle lui explique la situation. Donc il prend tous les tableaux, il écrit à De Chirico et De Chirico lui dit vendez ce que vous pouvez et envoyez-moi l'argent parce que je suis dans la misère. Et donc De Chirico Paulhan a vendu les tableaux qu'il a pu, et De Chirico, pour le remercier d'ailleurs, lui a dit gardez-en 3 pour vous. Et donc j'ai eu 3 tableaux en question d'ailleurs. Et donc en 1924, la réputation de Chirico dans un milieu intellectuel commence à se faire, et on lui demande des tableaux de cette époque. Il n'en a plus. Alors il a commencé à faire des remakes, des copies de ses propres tableaux. Et le premier remake, c'est Paul Éluard qui l'a acheté. Mais Paul Éluard, par la suite, les gens ont continué à lui demander des tableaux de cette époque, il n'en avait plus, donc il a fait des remakes. Mais il y a des gens qui ont dit « Ah non, moi je ne veux pas de remake, je veux un original ». Alors De Chirico a commencé à faire des remakes en les datant de 1914, 1915. Quand l'affaire s'est connue, alors ce qu'il a fait à ce moment-là, quand l'affaire s'est connue, dans les années 30, il y avait même des articles de journaux, etc., que De Chirico faisait des remakes, et qu'il les antidatait. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Si l'original était de 1915, il datait le remake de 1914, pour faire croire que l'original était le remake de celui qu'il vendait. Bref, il a fait des tas de salades. En plus, il y a eu aussi beaucoup de faux qui ont été faits, d'œuvres de Chirico par différentes personnes, etc. Bref. Et ce qui s'est passé, c'est que pour libérer le marché des originaux qu'il n'avait plus au moment où il faisait les remakes, il a déclaré les originaux faux, de manière à libérer le marché. Et donc ce tableau a été déclaré faux par De Chirico. Et puis le propriétaire de l'époque, c'était un monsieur qui s'appelait Jacques Baron, qui était un parent de Pierre Coll, qui possédait la galerie surréaliste au début des années 20, une galerie importante du surréalisme à Paris. Et donc ils ont fait un procès, ils ont fait un procès à De Chirico, et ils ont retrouvé que De Chirico avait lui-même expédié ce tableau dans une exposition, et donc en 1918. Et donc, bref, il a perdu le procès de Chirico, etc. Bon, voilà. Donc, évidemment, quand Berger et Saint-Laurent ont acheté le tableau, je leur ai expliqué toute l'histoire en disant que le tableau était parfaitement authentique, ça se voit à 200 mètres d'ailleurs, bon, parce que les remakes de Chirico sont mous. Il n'a plus la main serrée et forte comme ça. Et donc, voilà, donc Berger et Saint-Laurent, convaincus par le tableau lui-même, évidemment, ont acheté le tableau à juste titre, et il est aujourd'hui, il a fait un prix énorme dans la vente en question. En passant une petite correction, si vous me permettez, Thomas, le Picasso a été le seul tableau non vendu, pas un des rares. Merci alors. Alors, voilà. Mais tout le reste était absolument impeccable, absolument vraiment parfait. Et voilà, donc voilà comment ça s'est passé. Alors Alain, comment est-ce qu'on devient le conseiller de Pierre Berger et de Yves Saint-Laurent? Moi, je n'ai rien fait du tout. D'abord, Pierre Berger avait une très grande connaissance de la peinture et de son marché, parce qu'il avait d'abord en tant que... J'ai appris par la suite, hein, quand je l'ai connu, quand je l'ai rencontré, je ne savais pas du tout. Il avait d'abord été courtier en livres édition originale, etc. Donc il connaissait déjà... le marché de l'art, parce que le marché des livres, des éditions originales et le marché des tableaux, sur le plan de la méthodologie, c'est très similaire. Deuxièmement, Pierre Berger a vécu pendant une dizaine d'années, je crois, avec Bernard Buffet,
Et il a été non seulement son compagnon, mais aussi son manager, disons, n'est-ce pas? Donc il avait une très bonne connaissance du marché de l'art, de la peinture. Il avait l'habitude d'aller dans les expositions. Il voyait beaucoup de monde du marché de l'art, des conservateurs, des artistes, des marchands, tout ça, etc. Et puis un jour, Pierre Bergé, il est venu à la galerie, et puis il m'a dit, j'ai entendu dire, ou on m'a dit, je ne sais plus quoi, enfin, que vous avez des œuvres de Brancusi. Et effectivement, j'ai eu plusieurs œuvres de Brancusi dans ma carrière, dont celui-ci qui a été sa première acquisition. Voilà. Et il vous a expliqué pourquoi Brancusi Ah non, il ne m'a pas expliqué du tout, il ne m'a rien expliqué. Il a dit, je veux un Brancusi, point à la ligne. Oui, non, mais il savait ce qu'il veut, il savait ce qu'il regardait, parce que, bon, là, elle est très importante, les sculptures en bois de Brancusi, qui sont très tôt, donc, hein, qui sont vraiment à la fin de la sculpture classique et le début de la sculpture moderne, qui sont vraiment le moment où la transition a lieu. Il y en a un petit nombre, et seulement, je crois, à l'époque, 4 ou 5 en main privée, et il n'y en avait plus que 2 déjà en main privée, et dont celle-ci, et puis une autre qui est en Suisse. Et voilà, donc il savait déjà, je veux dire, je n'ai pas fait de grand discours. Et vous vendiez cher à l'époque? Alors ça, je veux dire, c'était cher à l'époque. Hein. Objectivement parlant, à l'époque, c'était cher. Alors le prix de l'époque n'a rien à voir avec le prix d'aujourd'hui, mais je me rappelle très bien du prix de l'époque, c'était 1 million de francs. C'était en 70. Et ça représentait beaucoup d'argent, hein, je veux dire, c'était vraiment beaucoup d'argent. Et d'ailleurs, je dois dire encore une autre chose, c'est que à l'époque, Pierre Bergé et Saint-Laurent n'étaient pas des milliardaires, hein, et ils achetaient à tempérament. Il y avait des paiements réguliers tous les mois, pendant X mois, 6 mois, je ne sais pas combien, je ne me rappelle plus. Mais enfin, c'est aucune honte à ça, hein, je ne suis pas en train de critiquer ou quoi que ce soit. Et ils négociaient les prix durement? Pas du tout, ils ne m'ont jamais négocié un seul prix. Ah bon? Jamais. Jamais un seul prix négocié. Mais les prix étaient chers, mais ce n'était pas extravagant. Hein. Je veux dire, disons, ça valait entre 800 000 et 1 million. Et donc, bon. Alors, ce tableau a une histoire très intéressante. Il vient de la collection Mettler. Mettler était un industriel de Saint-Gall qui, avant la Première Guerre mondiale, avait déjà acheté pas mal de tableaux impressionnistes français. Et il avait aussi un tableau de celui qui a fait l'île des morts. Je perds la mémoire des noms. Böcklin, exactement. Et Böcklin, il y a 3 versions de l'île des morts. Et pour Hitler, l'île des morts de Böcklin, c'était son tableau préféré. Et les 2 autres versions étaient dans des musées allemands. Et donc, la seule version qui était accessible éventuellement, c'était celle de ce monsieur Mettler, qui était un industriel de Saint-Gall. Et donc, il a proposé, alors quand il est devenu chancelier, il a proposé à Mettler de lui échanger le tableau, l'île des morts, contre des tableaux impressionnistes que Hitler avait pris dans les musées allemands. Hein. Et donc, Mettler a fait l'échange, qui était évidemment très favorable à Mettler, sur le plan financier en tout cas, et même sur le plan artistique d'ailleurs. Et et ça a libéré pour Mettler la possibilité, ça a libéré pour Mettler de l'argent pour acheter d'autres tableaux, dont ce Matisse. Et le tableau de Böcklin a été détruit dans les bombardements du bunker ou quelque chose comme ça. Ce qui fait qu'il n'y a plus que 2 versions de l'île des morts. La plus belle est à Leipzig et l'autre se trouve, je crois, à Munich, à la fondation, la Schack Gallery. Et alors, est-ce que certains tableaux plaisaient plus à Yves Saint-Laurent qu'à Pierre Bergé? Est-ce que c'était des choix communs? Est-ce que parfois vous ne vendiez qu'à l'un ou à l'autre? Non, c'était des choix communs. C'était des choix communs. Et vous veniez ici? Je venais ici, absolument. Avec les tableaux ou les photos? Avec le tableau. Ils sont quelquefois venus à la galerie, mais la plupart du temps, je venais ici. Dans le bureau, là-haut. Et comment vous saviez la fréquence? Est-ce qu'il faut venir une fois tous les 2 mois? J'en savais rien. Pour essayer de J'en savais rien. Est-ce que vous étiez devenus amis? Je crois que j'étais devenu ami. Nous avons vu des expositions ensemble, diverses expositions ensemble. Et puis, mais je n'ai été ils ont arrêté d'acheter les tableaux parce que les prix devenaient trop chers dans les années 80, disons, au début des années 80, quelque chose comme ça. Mais après, nous avons continué à avoir des relations. Et
et ce n'est pas une critique que je fais, ou je ne suis pas en train de critiquer ou de me plaindre, mais pour confirmer ce que vous avez dit, enfin pour un point de plus, disons, confirmant ce que vous avez dit, je n'ai été en tout et pour tout que 2 fois, dans 40 ans, 2 fois dans la maison de Saint-Laurent et Berger. La première fois, c'est parce qu'il y avait eu un incendie, et alors ils ont voulu voir si quelques tableaux avaient été endommagés ou pas, ce qui n'avait pas été le cas. Okay, donc ils voulaient en être certains. Donc j'y étais, c'est la première fois où j'y étais. Et la deuxième fois, c'est parce qu'il y a un groupe d'historiens d'art qui voulaient voir la collection, et ils m'ont demandé d'intercéder pour qu'ils aient un rendez-vous dans l'appartement en question pour voir la collection, ce que j'ai fait. Alors un rendez-vous leur a été donné, et Berger a dit « oui, mais il faut que vous veniez avec eux ». Parce qu'en fait, ils ne les ont même pas accompagnés, c'est moi qui les ai accompagnés. Et là, j'ai redécouvert l'appartement que j'avais oublié de la première visite. Et comment vous saviez à qui donner le premier choix? Parce que vous avez conseillé quand même de nombreuses collections. Comment est-ce que vous saviez s'il fallait... Est-ce que Pierre Berger était le dernier choix, et les Américains passaient avant, ou les musées allemands? Comment est-ce que ça se passait? Les œuvres très sophistiquées, comme ça par exemple, c'était automatiquement pour Berger et Saint-Laurent. Donc c'était le premier choix. Ils avaient le premier choix. Absolument. Pour certaines œuvres très sophistiquées, absolument, parce que je savais qu'ils aimaient ça, qu'ils comprenaient ça et qu'ils en voulaient le goût. Et ça, c'est la seule œuvre qu'ils n'ont pas voulu m'acheter. Où est-ce qu'elle est aujourd'hui? C'est la seule fois, et elle est aujourd'hui au Centre Pompidou. Je l'ai vendue au Centre Pompidou après. Mais bon, c'est la seule œuvre qu'ils m'ont dit non. Sinon, ils m'ont toujours dit oui. Merci beaucoup, Alain. Merci. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Si vous pouvez rester, parce que le public peut avoir quelques questions à vous poser. Vous ne voulez pas rester avec nous? Venez alors. Oui, absolument. S'il vous plaît, que quelqu'un pose une question. J'ai une question à vous poser. C'est une question peut-être un peu délicate parce que je n'ai pas exactement compris si vous étiez conseiller ou galériste. Et si on prend le cas d'André Breton, par exemple, c'est-à-dire ni vous, parce que vous êtes conseiller aussi. Par exemple, dans le cas d'André Breton, comment est-ce qu'un collectionneur rémunérait son conseiller? Dans le cas d'André Breton, j'en sais rien, parce que... mais André Breton était salarié par... alors, pardon. Attendez, prenez celui-ci, je sais pas comment on comme fait. ça, Oui. vous allez parler devant. André Breton était salarié de Doucet. André Breton était salarié de Doucet. Est-ce qu'il lui donnait des commissions supplémentaires? Je n'en sais rien, je n'étais pas là. Mais en tout cas, je sais qu'André Breton était engagé par Doucet et salarié par Doucet. Alors, ce n'était pas forcément un salarié avec fiche de paie, évidemment, ça certainement pas. Mais bon, il lui disait trouvez-moi des tableaux. Et voilà, je suppose que ça se passait comme ça. Et puis, il savait qu'André Breton avait le contact avec tous les peintres, tous les artistes de cette époque, en tout cas à Paris. Et donc, voilà. Mais c'est une bonne question, les deux pratiques aujourd'hui se font. Il y a certains collectionneurs qui souhaitent vous payer un fixe annuel pour que vous puissiez donner des conseils complètement objectifs et qui sont confortables dans ce genre de relation. D'autres qui estiment que vous prenez une commission sur chaque tableau que vous leur vendez. Ou que vous êtes, dans le cas d'Alain, propriétaire des œuvres, parce que vous étiez propriétaire des œuvres. Propriétaire des œuvres, absolument. Ouais. C'est une pratique aujourd'hui qui n'est plus possible. Parce que les œuvres sont trop chères. Parce que ça vaut beaucoup, beaucoup trop cher. Ouais. Mais Oui, à l'époque, c'était le cas. Allez-y, madame. Je veux savoir comment vous expliquiez la surprotection de l'intimité de Yves Saint-Laurent et de Pierre Berger vis-à-vis de personnes comme vous, par exemple, qu'ils connaissaient très bien. Je n'en sais rien. Ça doit être dans le caractère, c'est tout. Oui. Donc c'est caractériel, c'est ça, je veux dire. C'est pas une plainte que je fais, je ne suis pas en train de quoi que ce soit. Mais je veux dire, j'avais des clients américains, par exemple, où une visite dans un musée, la première fois qu'on le rencontre, une visite dans un musée, 2 heures après, venez à la maison, habitez chez nous, etc., etc. Je veux dire, voyez, Ouais.
Bon, et Pierre Berger et Saint-Laurent, je ne les ai vus, je n'ai été chez eux que 2 fois et à cause de 2 raisons particulières. Je veux dire, c'est vraiment, c'est tout. Mais c'est vrai que, enfin, moi de mon impression quand j'ai visité l'appartement de M. Saint-Laurent, c'est des espaces extrêmement privés, extrêmement intimes, qui dévoilent une grande partie de leur personnalité, et je peux comprendre que ces espaces ne sont pas à partager avec tous. Je pense que c'est une question de caractère. Allez-y. Oui, moi j'aimerais savoir, pourriez nous citer quelques expositions que vous avez faites du coup avec Pierre Berger de Saint-Laurent, que vous avez visité? Je m'excuse, j'entends pas. Des expositions que vous avez visitées. Ah oui, vous avez emmené absolument. Pierre Berger et Saint-Laurent. Oui, alors il y avait une exposition Vendic, par exemple, une autre exposition à Madrid. Enfin, nous avons vu plusieurs expositions ensemble. Mais du coup, différents artistes? Oui, oui, absolument. Une exposition qui était au Grand Palais, c'était l'exposition Vendic et son époque, ou quelque chose comme ça. C'était il y a des années, hein, je parle. Oui, non, mais en fait, ça m'intéresse, en fait, parce que... Et puis, il y a une autre exposition à Madrid. Alors, et puis, on a visité aussi, nous avons été au Louvre ensemble. Alors, dans le cadre des collections permanentes, hein, évidemment. Nous avons été au Louvre ensemble. Enfin, on a visité plusieurs expositions ensemble. Et comment vous avez su que c'était fini, ou que les prix étaient devenus trop chers, ou comment la relation, c'est pas terminée, mais les transactions se sont terminées? Parce que d'abord, les prix étaient devenus trop chers. Je vais vous raconter une anecdote, si je peux. Donc, ils payaient à tempérament. Hein. Et une fois, il y a eu un mois où ils n'ont pas pu payer. Enfin, où ils n'ont pas payé, en tout cas plus exactement. Et donc, l'homme de confiance, l'homme d'affaires, m'a dit on ne peut pas vous payer ce mois-ci, comptez-nous des intérêts. Alors, je lui ai répondu écoutez, moi, je ne suis pas banquier. On attendra le mois suivant ou quand vous pourrez, etc. Voilà. Et puis le mois suivant, tout est rentré dans l'ordre. Quel effet ça a eu la vente pour vous? Est-ce que c'était une consécration en disant qu'est-ce que je leur ai bien vendu comme tableau? Non, est-ce que c'était une fierté consécration pour eux? Parce que je vais vous dire, moi j'ai apporté des tableaux, mais enfin, c'est eux qui les ont achetés. Vous comprenez, je veux dire, donc moi c'était des choses que je connaissais quand même, je veux dire de A jusqu'à Z, non, mais c'était des choses que je connaissais depuis plus longtemps en tout cas, ou avec plus de quotidianité que eux. C'est eux qui les ont achetés. Et l'œil, c'est pas moi, c'est eux. Et est-ce que vous pensiez qu'en 2009, c'était risqué, au sein de la crise, d'avoir cette vente? Ah oui, alors là, chapeau. Chapeau, vraiment, parce que en février 2009, c'était le maximum de la crise. En février 2009, c'était le maximum de la crise, et c'est Berger qui a insisté pour que la vente ait lieu. Ouais. Parce que de différents côtés, on lui disait, non, c'est vraiment, ce n'est plus possible. C'est Berger qui a insisté que la vente ait lieu, et il y a eu 7 records mondiaux sur 20 tableaux présentés. Au moins. Oui, Oui. je dis, et là, c'est Berger qui a mis, je crois que M. Rickless peut encore beaucoup mieux que moi. C'est vrai. Est-ce qu'ils vous ont mandaté de temps en temps pour trouver une œuvre? Jamais. Pas une œuvre, ou en tout cas un artiste? Non, jamais. Allez-y, madame. Que pensez-vous du côté spéculatif et la flambée des prix de l'art? Ben d'abord, la flambée des prix, vous savez, il y a plusieurs types de flambées. Il y a la flambée des prix dans l'art contemporain, qui correspond à une grande spéculation. Mais d'abord, je pense que M. Seydoux est beaucoup plus apte que moi à répondre à cette question-là. Merci Alain pour la patate chaude en fin de soirée. Oui, je pense qu'Alain a raison. Alain, il y a une spéculation dans l'art contemporain qui, je pense, est excessive parce qu'il n'y a pas encore le regard du temps, ni une inscription dans l'histoire de l'art. Par contre, je pense qu'un chef-d'œuvre vendu en vente aux enchères, quelle que soit son époque, c'est toujours vendu très cher. C'était toujours très cher. Absolument. Et l'effort que ça demande à un collectionneur, même s'il a les moyens, ça demande beaucoup de courage et de se lancer dans une aventure pareille. Je pense que ça a toujours été cher, n'est-ce pas? Ça a toujours été cher, oui, absolument. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de chefs-d'œuvre sur le marché? Parce qu'effectivement, ça se raréfie au fur et à mesure. Absolument, de moins en moins, parce que tous les pays occidentaux, en tout cas, ont maintenant des lois qui permettent le paiement de différents types d'impôts, notamment les impôts de succession, pratiquement, sous forme de dons d'œuvres d'art. Et les musées ne prennent que la crème. Et donc, automatiquement, et comme il s'est créé en plus pas mal de musées,
Donc automatiquement, la raréfaction a été très, très rapide. Alors on a vu le Mondrian, il a été acheté par le musée d'Abu Dhabi. Ouais. Le Brancusi a été acheté par un musée. Le Duchamp aussi. Ouais, exactement. Une partie des œuvres de Saint-Laurent n'apparaîtront plus. Non, Ça explique la flambée de l'art contemporain. Exactement. Ça explique la flambée Ceci de l'art explique, oui, absolument, contemporain. ça explique la flambée de l'art contemporain, parce que c'est faute de merde, on mange des grives, ou c'est faute de grives, on mange des merdes. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il reste encore de nombreux chefs-d'œuvre en main privée, et il reste encore des grandes collections en France. Oui, il Tu reste. en as connais. Non, vous les connaissez mieux que moi. Hein. Oui, oui. Des noms, noms. Alain. Non, Des il noms reste, qui il diront reste, rien à il reste plus grand-chose. Il reste plus grand-chose. Au niveau d'un certain niveau de qualité, il reste plus grand-chose. Et en plus, de toute façon, il y a les musées qui sont là. Sur le paillasson de ces gens-là, vous avez, comme nous, les gens des banques publiques, c'est-à-dire Christie et Sotheby. C'est pas une critique. Et puis, les gens des musées aussi. Comme un compliment. Oui, oui, exactement. Et donc, ils sont là. Et dès qu'un décès a lieu, automatiquement... Mais même avant. même Voilà. Donc c'est la fin d'une époque. Disons, c'est le marché de l'art a plus changé dans les 25 dernières années que dans les 200 ans auparavant. Pendant les 200 ans auparavant, il n'a pas changé. Et dans les 30 dernières années, disons, il a changé de manière exponentielle. À la fois dans les prix, Comme tout. à la fois dans la raréfaction, dans tout. Alors Thomas nous a expliqué effectivement que le rôle d'un conseiller était de sortir le collectionneur de ses zones de confort. Il a tout à fait raison. Voilà. Pourquoi Alors, ça n'a pas vous, marché? Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché. Peut-être, je ne sais pas. Vous savez, bon, peut-être si je l'avais présenté une semaine plus tôt ou une semaine plus tard, ça aurait marché. J'en sais rien. Puis j'ai pas fait d'effort non plus pour le vendre. Hein. Mais est-ce qu'il y a d'autres œuvres, effectivement, qui n'étaient pas peut-être dans le goût normal d'Yves Saint-Laurent et Pierre Berger, que vous avez réussi? Mais parce que justement, du fait qu'il y a, pour Pierre Berger, du fait qu'il avait une pratique de l'histoire de l'art, à cause de la relation qu'il avait eue pendant X années, pendant une dizaine d'années, avec Bernard Buffet, et de son activité comme courtier dans les éditions originales précédemment, et du fait que Saint-Laurent avait aussi une bonne connaissance de la peinture, mais une connaissance plus tactile, n'est-ce pas? Comment? Voilà. Et donc, ils étaient aptes à tout de suite embrayer, tous les deux, ils étaient aptes à tout de suite embrayer sur des choses pointues, sophistiquées, que beaucoup d'autres ils auraient dû faire beaucoup plus d'efforts pour y arriver. Donc vous quittiez ce bâtiment avec une décision dans la journée? Oui, absolument. Ils ne réfléchissaient pas pendant quelques Non, jours? non, absolument pas. Voilà. Vous laissez le tableau, l'œuvre ici? Non, je la ramenais des fois, ou je l'ai laissée ici, ou alors ils venaient la prendre à la galerie. Voilà. Ils envoyaient même un chauffeur la prendre à la galerie. Vous avez dit effectivement que les œuvres n'étaient pas vues du tout. Moins on voit les œuvres, mieux c'est pour le marché. C'est une constante ou bien non? C'est pas... Je pense que pour répondre à cette question, il y a une collection récemment qui est la collection Taubman, qui est passée en vente en novembre dernier, avec beaucoup de bruit. On avait annoncé que la collection Taubman allait être la vente Saint-Laurent de 2015. Et contrairement à justement la collection de Doucet ou de Yves Saint-Laurent Pierre Berger, il n'y avait pas de chef-d'œuvre dans la collection, et c'était des œuvres achetées systématiquement en vente aux enchères. En tant que propriétaire de Sotheby, il avait tout acheté en vente aux enchères, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais du coup, il n'y avait pas le phénomène de découverte. Il y avait des œuvres qu'on connaissait, qu'on avait vues, qu'on savait qui étaient passées en vente dans les 20 années précédentes. Et donc je pense qu'une partie du succès de la vente, et une partie d'une grande collection, c'est d'avoir une partie du mystère. Je crois en tout cas. C'est d'avoir des œuvres dont on connaît l'existence, mais on ne sait pas où elles sont. C'est pour ça que je pense que pour beaucoup de collectionneurs, l'aspect confidentiel est important pour eux. Ils vont prêter de façon anonyme à des grandes rétrospectives, ils vont faire la différence entre un grand musée et un petit musée qui fait une exposition, ils vont être sélectifs dans leur choix, mais ils vont la prêter de façon anonyme pour essayer qu'on ne sache pas exactement quelle est l'ampleur de leur collection et quelle est l'unité de la collection. Et Alain Tareka, ce sera ma dernière question, au moment de la vente, en 2009, est-ce que vous avez racheté pour d'autres clients des Oui, œuvres j'ai racheté quelques œuvres pour d'autres clients et j'ai racheté pour moi un dessin.
On va Merci. s'arrêter là. Avant d'ovationner nos deux invités, je vous rappelle que la dernière rencontre aura lieu le 21 janvier avec Julie Blum, qui est architecte et antiquaire, et ça sera autour des arts déco dans les deux collections, Doucet et Yves Saint Laurent. Merci infiniment. Merci.